à mon père, Robert Chapelot. Dieu est son nom! Que le spectacle commence! Une vérité, des événements, une génération d'hommes et de femmes passent, sont oubliés, ne comptent presque plus. Excepté pour ceux peu nombreux qui ont pu croire que cette vérité, ces événements et cette génération ont forgé pour l'avenir notre propre âme, notre propre situation si florissante aujourd'hui, mais surtout nous ont fait aimer ces hommes et ces femmes. Nous sommes de ceux-là et croyons que vous le deviendrez. Racontez ces moments, les faire revivre, faire en sorte que le spectateur puisse voir et imaginer ce que les auteurs ont découvert. Faire en sorte aussi qu'il fasse corps avec l'histoire nécessite un lieu, un décor et un moment particulier. Cet instant singulier se démarque en effet puisqu'il insinue un tracé inédit dans l'histoire de la démocratie et de l'éducation du Québec. Pour camper ce jour inventé, n'est-ce pas la prérogative des auteurs, il nous est utile de recourir à un décor de chambre luxueuse où un être à l'expression hautaine et dédaigneuse, John George Lambton, comte de Durham, reçoit les attentions d'un vigilant serviteur. Et nous aurons bien des égards pour ceux qui pénétreront dans cette chambre, puisqu'ils amorcent, sans le vouloir ou le comprendre, une trame d'événements qui changera à jamais la condition de nos compatriotes, de censitaires à citoyens. Place au théâtre. Oh, James, vous devinez mes désirs avant même que je le demande. Cela me rassure. Oh, cela vous rassure, Lord Durham? Oui, James, je viens de terminer le rapport de l'analyse pour la colonie, pour le gouvernement britannique. Ces French Canadiens sont un peuple d'ignorants, une race inférieure. Il est bien connu que vous avez en aversion tout ce qui est français en matière de politique, my lord. Ces institutions françaises en cette colonie sont propres à étouffer l'intelligence et la liberté du peuple. Comme à l'époque de la féodalité. Tout juste, tout juste. Et je compte bien tirer de cette infériorité ces peuplades rétrogrades en leur faisant profiter de notre grande culture britannique. Oh, George! Vous êtes encore dans cette baignoire! Oh, Lady Louisa, après cette expédition, j'ai besoin de me relaxer, de me détendre. Mais vous en serez tout ratatiner! M'aimerez-vous tout autant, ma chère épouse? Oh, for sure, George! Oh, que vous êtes gamin, George! Je sors, George. Je vais assister à une matinée théâtrale au Théâtre Royal sur la rue de la Commune. Et ensuite, nous irons au port voir travailler les débardeurs. Nous?
Oui, Madame Julie Papineau m'accompagne. Julie Papineau, la femme de... Oui, George, la femme de Louis-Joseph Papineau. l'exilé. Oh, George! Si vous saviez comme elle s'en ennuie, la pauvre. Très bien. Faites-vous accompagner par des miliciens. Il y en a à notre disposition. Comme il vous ira, George. Au revoir, donc. James, veuillez apporter mon peignoir et aidez-moi à sortir de la baignoire, je vous prie. Thank you, James. C'est de satané mousse. C'est Monsieur Budwig. Oh, Budwig, faites-le entrer. Oh, my dear Budwig, comment allez-vous? Mon cher ami. Vous prendrez bien un whisky? Ah, fort bien, mon très cher Durham. Oh, allez, prenez place, prenez place. Pas de problème. On va se placer. Merci. Oh, Messieurs. oh, et voilà ce cher James qui est toujours plein d'attention. Thank you, James. Alors, prêt pour le banquet de ce soir donné en votre honneur? Je serai beau, je serai arrogant, je serai vaniteux et volubile. Vous voyez, Bud, je ne veux pas décevoir mes hôtes qui connaissent mon goût pour la magnificence, nimbés de mon exceptionnelle indépendance d'esprit, de mon franchise et de mon sincérité. J'admire votre façon d'éveiller les consciences. Je suis un authentique réformiste. Et comme tel, je me dois de m'imposer avec fracas. Je veux réformer le système électoral anglais, mais adapté et désuet. Oh, ce système électoral qui favorise l'aristocratie au détriment des classes moyennes et des milieux populaires. Mais il serait vain de vouloir réformer ces institutions et ces lois sans d'abord exterminer la haine mortelle qui maintient diviser les habitants du Bas-Canada en deux groupes hostiles. Mais comment? C'est une évidence. L'Amérique du Nord parle anglais, et l'anglais est une langue supérieure, parlée par une race supérieure. Il serait bien pour le Canadien inférieur d'accéder à la supériorité en oubliant son langue et son culture, au profit de l'anglais. Mais comment? Écoutez ceci, Bob. Oui. Si les Anglais du Haut-Canada sont évalués à 400 000 personnes et les Anglais du Bas-Canada 150 000 et les Frenchies à 400 000, nous pourrions placer les Français en minorité. Et pour cela, il faut unir le Haut et le Bas-Canada par un acte d'union. Et les Français abandonneraient leurs vaines espérances de nationalité, croyez-vous? Il faut les assujettir en leur donnant du pouvoir. Je me répète, mon cher Durham, mais comment? En leur donnant le contrôle de leurs propres affaires locales. Les problèmes locaux ne peuvent être compris et réglés que par une autorité municipale, en ce qui a trait à la prospérité, l'industrie et l'éducation. Oh, et les élus municipaux, choisis par le peuple, pour le peuple. Bref, nous aurons tout à loisir de finaliser ce rapport à bord du navire qui nous ramènera à Londres. Vous pouvez aller vous préparer pour la réception. Nous y ferons belle figure. Comme toujours, Budwig, comme toujours. Et moi surtout. Deux années de soulèvement. Époque au Québec, alors connue sous le nom de Bas-Canada. La population du Haut-Canada s'agite aussi. Les parlementaires britanniques sont donc amenés dès 1838 à en déceler les causes. Un enquêteur est nommé pour ce faire,
produire un rapport et proposer des solutions. Et le grand mandat est donné au nouveau gouverneur général que l'on a vu dans son bain. Qualifié de libéral radical par les très conservateurs et flegmatiques British, il défend les classes défavorisées, sans pourtant renier son attachement à la couronne britannique. Malgré sa conviction d'une supériorité anglaise dont la culture domine l'Amérique du Nord et ses propos jugés fort désobligeants envers les Canadiens, entendre les Canadiens français, Lord Durham reconnaît tout de même la justesse de leurs revendications en ceci qu'il préconise la responsabilité ministérielle aux provinces et de les laisser évoluer sur le chemin de l'autonomie. Bien entendu, il prône l'union législative des deux Canada et la mise en minorité des sujets parlant français. Évidemment. Il déclare « C'est pour le tirer de cette infériorité que je veux donner aux Canadiens notre caractère anglais. » Ça fait mal, Marie. Oui. Et cette position, considérée comme une menace d'extinction par le clergé, les politiciens et la masse populaire, agit comme un aiguillon puissant. De nombreux candidats se présentent dans les comtés. À Terrebonne, en 1841, le candidat est Louis-Hippolyte Lafontaine. Mais les anglophones vont leur réserver toute une réception. Un nouveau vent souffle sur nos têtes et nous ouvre la voie. Compagnons, joignons nos prières, car l'ancien air s'en va. Ensemble nous formons une nation, ensemble nous avons une passion. Compagnons, joignons nos prières, car l'ancien air s'en va. Messieurs, faisons une pause. Ça a-t-il de l'allure, M. Lafontaine? Mettre un pause si loin. Derrière la seigneurie de Terrebonne, à New Glasgow, voyons donc! De toute façon, c'est pas bien loin, là, c'est... Regarde, c'est juste là-bas, en bas de la côte. Ça fait un bon bout de temps qu'on n'a pas vu un petit vive. Je sais pas vous autres, là, mais j'ai une étrange impression. Ouais, moi aussi. C'est trop tranquille. Ça, là, c'est pas bon signe, là. C'est pas bon signe, là, M. Prévost, là. Ah! C'est un tracteur! J'ai des enfants en bas âge. I let you and I'm gonna like it. Mais espèce de... I'll break your neck. J'ai pas peur de toi, président! I'll take care of you, Oh, ouais. snake. Attends un peu, toi. Take that and that. Take this, son of a bitch. Grossette de 4 piastres de me le prix. So come over here and I'll rip you apart. Mais qu'est-ce que c'est que ces manières? They got you right. Cessez de vous acharner sur moi! You're gonna get what you deserve. The guy was broke, bastard! What's causing that? You are fallen! Arrêtez ce carnage! Je ne veux plus qu'aucun de mes gens soit molesté à cause de ma candidature. Allez voir John McCulloch, l'officier rapporteur,
et le docteur McCulloch, mon opposant. Et dites-leur que je retire ma candidature. Et laissez partir mes gens en paix. Pourquoi une telle rivalité et tant d'hostilité? Nous avons tous le même destin, préservons notre fin. Arrêtons cette division, sortez-vous de cette illusion. Nous avons tous le même destin, préservons notre fin. Pendant près d'une décennie, entre 1840 et 1849, tous les excès n'ont de cesse de se déployer. Eh bien, la population du Bas-Canada s'oppose en bloc à l'acte de l'Union. Le gouverneur général du Canada, Lord Sydenham, voulant asseoir une majorité de députés en faveur de l'Union, introduit des manœuvres qui amèneront le processus électoral au bord de l'anarchie et de la déchéance. Profitant des largesses et de la latitude que lui offre la loi électorale, à peine modifiée avec les années, il n'hésite pas à modifier les limites de certaines circonscriptions électorales afin de regrouper le vote des Anglais qui est généralement en faveur de l'Union. Mais oui. Dans les circonscriptions rurales, il s'assure que le seul bureau de vote se trouve au cœur de regroupements anglais. Mais surtout, il recrute des bullies, des fiers à bras, chargés de prendre la direction des bureaux de vote et d'y encourager le vote unioniste. Rappelons que le vote est public par déclaration verbale ou à main levée. C'était épouvantable. Hey, le pôle de vote n'était même pas ouvert à la place que l'officier rapporteur avait écrit. Ça, c'est bien du Mackenzie. Mais ça se passera pas de même. La Fontaine va contester, c'est bien sûr. Ben, sûr. hein? Hey, McCulloch puis ses machinations, là, ont été élus. Ouais, non, on n'a même pas pu voter. Il y avait des centaines de casseurs de pierre de Montréal descendus depuis 2 jours tout autour du pôle avec des massues, des bâtons, puis même un fusil. Ils nous ont menacés avec des cris de vrais démons sortis de l'enfer. Hey, j'ai même vu ce pauvre Monsieur Rose. Un homme bien tranquille, la tête pleine de sang. Paraît même qu'il va en mourir. Il paraît que c'est un homme bien doux puis bien tranquille. Mais là, fallait pas mourir avant son heure. Moi, j'ai vu Benjamin Papineau aller pour la défense de Saint-Aubin durant que les Anglais le bastonnaient, au risque de sa vie, matin. Ben, c'était tout du monde du comté de Gore, puis d'autres étranges, là, qui n'avaient même pas le droit de vote. Oh, je dis, moi, je me retiens de ne pas y retourner, je te le dis. Avec des armes, hein? Ouais. Puis on va leur dire Argo, ben ça, toi! Ouais, mais Papineau, il ne voudra pas, là. Non, il ne voudra pas pantoute. Puis de toute façon, une chance qu'il nous a dit de revirer de bord puis de retourner chez nous. Hey, on serait fait massacrer. Il était des centaines contre une centaine. En tout cas, coudonc, s'en vient-tu, lui, là? Ouais. C'est supposé arriver bientôt, là, que c'est Léon Mélassip. Hey, il est là, justement. Mes bons amis, merci d'être là.
Gédéon Mélassip-Prévost et moi-même venons de rédiger notre protestation que nous allons faire signer à tous ceux qui étaient présents à New Glasgow hier. Bravo. Et donc ça, M. Lafontaine. Oui, j'en laisse le bon soin à mon ami Gédéon Mélassip. Gédéon. Voici notre réquisition. Nous protestons contre toute proclamation que John Mackenzie a faite hier en sa qualité d'officier rapporteur de la prétendue élection du docteur McCulloch, et ce, pour plusieurs raisons à déduire à l'appui de la contestation. Entre autres pour, premièrement, parce que le pôle n'a pas été ouvert à l'endroit indiqué dans les avertissements du dit officier rapporteur. Deuxièmement, parce que le dit officier rapporteur, après la lecture du writ d'élection dans un certain lieu, avait pris la détermination de prendre les voix des électeurs dans une maison située dans un autre endroit plus éloigné qui, là et là, à la vue du dit officier rapporteur, était gardé et entouré par force et violence par plusieurs centaines d'hommes armés de massues, de bâtons et autres armes offensives, et dont le plus grand nombre se composait de personnes étrangères au dit comté et n'y avait aucun droit de vote! On va signer votre papier, M. Lafontaine. On va le signer. Ça va faire de se faire manger à l'une sur le dos, là, ouais? Ouais, la laine puis les chairs et tout. Vous faites bien nous défendre contre les seigneuries. Oh, ils sont pas toutes de même, les seigneuries, là. La nôtre est bonne pour nous autres. Il n'y a rien qu'elle ferait pas pour nous aider, même notre seigneuresse. Vous savez que Louis-Hippolyte Lafontaine, notre futur député, est pour l'abolition des seigneuries, pour un gouvernement responsable. Pour ma part, je n'hésite pas à dire que je suis en faveur de ce principe anglais de gouvernement responsable. Je vois dans son opération les seules garanties que nous puissions avoir d'un bon gouvernement constitutionnel et effectif. Les colons doivent avoir la conduite de leurs propres affaires. Ils doivent orienter tous leurs efforts dans ce but. Et pour y arriver, il faut que l'administration coloniale soit formée et dirigée par et avec la majorité des représentants du peuple. Je veux faire modifier la loi électorale et installer des bureaux de votation dans chaque paroisse et ainsi réduire le risque de violence durant les élections. Je veux transférer la capitale de Kingston à Montréal. Et amnistier tous les condamnés de 1837-38. Finalement, je veux faire rétablir l'usage officiel de la langue française dans tous les actes de la législature et des tribunaux. Gédéon Mélassip aide puissamment Louis-Hippolyte Lafontaine à se faire élire député de Terrebonne en 1844 et 1848. Louis-Hippolyte Lafontaine s'est dissocié du mouvement patriote dès 1838. Il se forge peu à peu une large part de l'électorat en dénonçant le projet de l'Union qui, pour lui, constitue un acte d'injustice et de despotisme. C'est un personnage très controversé. Oh oui. Pour certains, son dynamisme et son habileté politique ont permis aux Canadiens français de s'imposer dans le gouvernement à une époque où leur avenir était plus qu'incertain. Pour d'autres, il fut le premier à accepter la mise en minorité politique de ses concitoyens. Avant le scrutin de 1840, il publia son manifeste aux électeurs de Terrebonne qu'il représentait. Il rallia les modérés et se voyait reconnu comme l'homme le plus susceptible de prendre la direction du Bas-Canada, ce qui advint d'ailleurs
mais il brisa sa promesse de veiller à leurs intérêts. À cet égard, notre comté de Terrebonne fut un point de mire pour tout le Bas-Canada lors de cette élection. Et les prévôts, le père Guillaume à la tête de ses fils Gédéon Mélassip, Melchior, Jules-Édouard et Wilfrid, surnommés les Lions du Nord, accompagnent La Fontaine dans sa démarche politique jusqu'à la fin des années 40. Puis le désavouèrent. Hommes de progrès, instruits, généreux, ce sont des réformistes qui préconisent l'abolition des seigneuries, la séparation de l'Église et de l'État et la mise en place de villes, de paroisses et d'un système scolaire local. De 1840 à 1855, 4 lois sont votées, créant, puis défaisant et refaisant les corporations municipales et régionales. Ce ballotage inquiétait-il les censitaires et leurs seigneurs? Allons au manoir de Geneviève Sophie Raymond Masson pour entendre leurs opinions. Misère. Mais vous me faites mal, ma petite. Tenez-vous après le guéridon, Madame Masson. Madeleine, viens m'aider. Tiens ça ici, Madeleine, très solidement. Sauf votre respect, Madame Masson, rentrez votre ventre un petit peu. Vous avez plus la même silhouette qu'avant, hein? Oh, je pense que vous avez pris un peu de poids, Madame Masson. Un peu, Madeleine? Vous êtes trop bonne, ma chère. C'est que les invitations à souper pleuvent. Chez Madame Varin. Oh, les réceptions chez Madame Séguin. Oh, et chez Madame Le Sieur, les pâtisseries. Oh! Et c'est sans compter toutes celles que je me dois d'organiser ici, au manoir. C'est pas bien grave, Madame Masson. On demandera à votre modiste d'ajuster vos vêtements. Bon, ben, on est prête pour votre robe. Oh, ben, c'est beau, cette robe-là. J'ai travaillé bien fort. Sois délicate, Angélique. Vous allez être bien belle là-dedans, Madame Masson. Ah. Prenez. Vous m'avez l'air bien soucieuse, Madame Masson. C'est toute Angélique bien soucieuse. Ce serait-il à cause de... Est-ce que ce serait à cause de l'abolition des lois sur la seigneurie? En tout cas, là, moi, je trouve ça bien cruel pour vous qui avez tant fait pour nous. Détrompez-vous, ma bonne Angélique, je ne suis pas à plaindre, mais au contraire, je me sens libérée de ce monde des affaires que je n'ai jamais affectionné. Libérée? Mais vous arrêtez pas d'ajouter des services puis des bâtiments. Peux-tu bien te taire, Angélique? Tu poses des questions puis tu y réponds. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Madame Masson? Libérée? Mais oui, je me sens libérée. Toutes ces années où M. Masson a vu à la conduite de la seigneurie et de ses affaires à Montréal, je restais seule ici à m'occuper de la maisonnée et des enfants durant ces longues absences. À son décès en 1847, j'ai dû voir à la gestion et au bon ordre. Malgré toutes les compétences de M. Raby, je me suis souvent sentie seule. Bien seule. Moi, en tout cas, je suis bien contente d'avoir mon mari avec moi chaque soir. Ben,
Ça dépend des maris, faut croire, hein? Oh. Quel sort pour nous, les femmes! Il y avait bien raison d'appeler ça les misères d'Ève. Bon, vous êtes prête, Madame Masson? Bien grillé, si je peux me permettre. Vous avez un invité aujourd'hui? Oui, je reçois Gédéon Mélassé-Prévost. Priez-le d'attendre dans le grand salon et veillez à ce qu'Angélique prépare le thé. À l'instar de son père et de ses frères, Gédéon Mélassip a la piqûre de la politique. Initié très jeune par son père, Guillaume Prévost, on dit de lui que rien ne peut modérer ses ardeurs ni tempérer son enthousiasme. Après ses études au Collège de Sainte-Thérèse, il est reçu notaire en 1838. À Terrebonne, il sera brasseur d'affaires et spéculateur foncier. Nous l'avons dit, lui et ses frères sont des réformistes. Gédéon Mélassip songe même à s'y présenter sous cette bannière en 1851, mais il renonce. Ce n'est que partie remise, puisqu'en 1854, il est élu sous la bannière des démocrates, les Rouges. Très assidu aux séances du Parlement qui se tiennent à Québec, il s'intéresse, dis-je, de près aux problèmes agricoles, aux chemins de fer, à l'amélioration de l'eau courante et pilote jusqu'à son adoption l'incorporation du Collège maçon. Il est considéré comme un expert des lois municipales et rurales. Il prône un système d'éducation ouvert aux masses populaires. Au décès de son père, Gédéon Mélassip, aîné de la famille, est à la tête des Lions. Au fait, pourquoi ce nom? En voici une description tirée de la saga des Prévost et des Nantelles. Une chevelure généreuse que le temps prolongera dans une barbe de patriarche donnera à leur tête un port de lion. La force physique se dégageant de leur personne, leur voix puissante, dont les échos, certains diront le rugissement, feront vibrer les hostings du Nord, les tribunes du Nord, mais peut-être encore plus leur farouche détermination, leur acharnement, leur courage, ou tout simplement ce qu'un historien appellera leur mâle énergie, leur vaudront ce titre de noblesse. Bonjour, Madame Masson. Bonjour, Gédéon. Asseyons-nous. Comment se portent Melchior, Jules-Édouard, Wilfrid et la famille? Fort bien, je vous en remercie. D'ailleurs, il me prie de vous adresser leurs meilleures salutations. Et vous, dites-moi, comment allez-vous? Très bien. Quoique mon entourage éprouve quelques inquiétudes en rapport avec la nouvelle loi sur l'abolition des seigneuries, je les rassure en leur disant que je me sens libérée et je les éduque en cette matière. Mais j'entends que vous convoquez de nombreuses réunions pour justement éduquer nos anciens censitaires. Eh bien, je tente d'investir mes compatriotes de l'autorité complète de leurs propres affaires locales et de les initier à la politique de la province, grâce à l'expérience acquise dans l'administration publique. Ils comprennent de mieux en mieux qu'un bon système d'institutions municipales est favorable à développer la prospérité d'un peuple. Je ne vous apprends rien à cet égard, Madame Masson. Je suis bien au fait de la situation et j'approuve cette loi. De censitaire à citoyen. À Terrebonne, Madame Masson, il sera aisé de poursuivre une œuvre aussi bien commencée et établie par votre défunt mari et vous, Madame Masson, ne serait-ce que par l'éducation et la culture que vous avez promis. Effectivement, c'est par l'éducation qu'un peuple est à même de se forger de bonnes opinions. De bien bonnes opinions personnelles. Et comme le disait si bien notre maître d'école, François-Xavier Valade, l'éducation est garante de la prospérité d'un peuple. On a bien vu Gédéon Mélassip avoir un certain intérêt pour la bibliothèque de Mme Masson et nous parler
d'un instituteur de haut calibre qui fit sa marque à Terrebonne et à l'échelle du Québec. À Terrebonne, de 1829 à 1844, François-Xavier Valade fut un instituteur compétent qui fit énormément pour l'amélioration de l'enseignement et proposer ses idées progressistes en matière d'instruction et de formation des enseignants. Quant aux livres, on sait déjà qu'il y avait une bibliothèque paroissiale avant 1846. Lors d'une assemblée des Marguilliers, il fut proposé qu'une somme de 20 piastres serait mise à la disponibilité du curé Adrien Théberge pour l'achat de livres à ajouter à ceux donnés en 1844 par le seigneur Masson. Une anecdote fort prisée des historiens, c'est à l'instigation de Mme Masson que des livres furent achetés à Paris par Louis-Joseph Papineau, avec qui correspondait le seigneur Masson. Eh oui. Ces livres furent acheminés et placés sur les rayons de la bibliothèque sous l'égide du curé que Louis-Joseph espérait ami et patron de cette institution de paroisse. Outre cette œuvre, Geneviève Sophie fit beaucoup pour la cause de l'éducation, fondant ou aidant à l'établissement du Collège maçon, des couvents de Saint-Vincent-de-Paul, de la congrégation Notre-Dame, appelée Marguerite Bourgeois à Terrebonne, celui de Mascouche et aussi l'Institut des sourds-muets qui était établi à Terrebonne. Elle remit aussi une somme considérable au commissaire d'école pour aider à la création du nouveau collège Saint-Louis, ultérieur après les deux collèges maçons, ceci sans compter ses contributions directes aux études de nombreuses personnes, dont Louis Riel et Adolphe Chapelot. Voyons maintenant ce qui vous amène ici aujourd'hui, Gédéon. Eh bien, nous parlions tantôt d'installer les mécanismes d'une corporation à Terrebonne, une corporation municipale. Et à cet effet, j'ai bien l'intention de tenir une réunion publique et, comme il se doit, faire quelques promesses électorales. En l'occurrence, établir un chemin, disons, convenable entre Terrebonne et les Saint-Henri de Mascouche, qui est, cela ne va sans dire, Mme Masson, tant attendu. En temps d'élection, c'est un atout. En plus d'être un lion, Gédéon, vous êtes un fin renard. Vous pouvez compter sur mon appui et tenez-moi au courant des développements. Qui sait, je pourrais y contribuer. Mais grand merci, Mme Masson, grand merci. Vous serez toujours la bienfaitrice de notre communauté. Je vous en prie. Au revoir donc. Au revoir. J'aurais une faveur à vous demander. Qu'en est-il? Si nous établissons les bases d'une corporation municipale, pourrais-je tirer du canon? Mais bien sûr, Gédéon Mélassé, ces vieilleries traînent en face du manoir depuis des années. Ils sont les témoins d'une époque que l'on tente d'oublier. Mon mari s'en servait aussi pour annoncer les nouvelles naissances dans la famille. Autant s'en servir pour annoncer la naissance d'une nouvelle ville. Une rumeur non avérée veut que ce soit le seigneur Masson qui ait acheté les canons pour protéger Terrebonne en 1838. Est-ce une légende? Il faudrait faire une recherche exhaustive pour en trouver la source, puisque sur la seule photo que nous possédons, montrant les canons sur le terrain de Louis-Raymond, de M. Masson, où est situé le terrain du parc Masson actuellement, est inscrit une date, 1900. Eh oui. Comme auteur, nous avons choisi de les mettre en valeur. Oui. Dans cette scène et dans une autre qu'on découvrira ultérieurement. Nous avons imaginé qu'ils prirent racine et toile d'araignée, si bien qu'on devait assurément s'en moquer à Terrebonne. Témoins muets, mais éloquents de la lutte pour la justice et la liberté, les canons réveillés devaient représenter, pour Gédéon Mélazip et consorts, une petite revanche bien douce et sans animosité aucune, maintenant qu'était accomplie l'abolition des seigneuries et l'amnistie des prisonniers politiques.
Prenons la bonne décision et passons à l'action. Les seigneuries sont du passé, il faut se l'avouer. L'éducation et la santé sont nos nouvelles priorités. Prenons la bonne décision et passons à l'action. Ça va être bon, c'est pas, regarde. Je sais bien pas. Je le sais bien pas. Vous laissez pas en priorité quand c'est histoire. Je sais bien. Oui. Mesdames, messieurs! Non, mais vous comprenez pas, là. Mesdames, messieurs! Mesdames, messieurs, merci d'être venus en si grand... Pardon. Merci. Pardon. Alors, comme je le disais, mesdames, messieurs, merci d'être venus en si grand nombre à cette assemblée destinée à établir Terrebonne en corporation municipale. Ouais, bravo! Bravo! Cette corporation nous permettrait de prendre en main nos propres affaires locales. Ben voyons donc! Ça se jase partout dans les paroisses, tout le monde le sait. C'est rien que des histoires à taxer, ces affaires-là. Ben, tant qu'à payer des taxes au Seigneur, j'aimerais bien justement que ces taxes-là nous reviennent à nous autres. Ouais, là, puis ben l'autre, on t'appuie, j'ai des hommes et la cible. Ouais. Prévost, t'es rien qu'un vire capot. T'étais tout feu tout flamme avec La Fontaine. Ben tu l'as trahi. Puis tu nous as trahis aussi. J'ai dénoncé La Fontaine et ce parti qui nous avait promis de faire disparaître de ce pays le moyen d'autocratie. Mais ils nous ont trompés. Ils ont trompé le peuple en méprisant les principes d'un gouvernement responsable. Joli cœur. Gédéon puis moi, on était avec Hippolyte. Mais il nous a oubliés. Il vous a oubliés. Oubliez pas que lui et son gouvernement ont refusé à notre paroisse la nomination de nos officiers locaux. Ce qui veut dire nos juges de paix, nos officiers des petites côtes, nos commissaires, jamais on les aura avec des hypocrites comme La Fontaine. C'est vrai, ça. Puis, oubliez pas que c'est Gédéon Mélassip qui a fait adopter les lois sur l'amélioration des eaux courantes. Oui. Puis, l'incorporation du collège maçon. C'est toujours été le porteur de nos pétitions. Oui. Et j'ai beaucoup d'idées afin d'améliorer encore plus notre ville. Pourquoi pas un chemin entre Terrebonne et Saint-Henri-de-Mascouche, par exemple? T'as des bonnes idées, Gédéon, hein? Tu devrais te présenter. C'est vrai? Ouais. Je le sais bien qu'on n'a pas grand-chose à dire en politique à cette heure. Surtout depuis que Baldwin et La Fontaine nous ont retiré notre droit de vote en 49. Mais on veille au grain quand même, nous autres, les femmes. Oui. C'est écrit noir sur blanc ici. Gédéon Mélassip Prévost a vaincu grâce à la corruption, l'intimidation et la promesse de belles chimères. Des promesses de prospérité aux agriculteurs, avec l'abolition des seigneuries et de la dîme. Moi, je pars mon poil avec ce journal-là. Ouais, mais moi, j'ai le coupe en bande pour les bécosses. Puis, avez-vous entendu parler de ça, vous autres? La Minerve dit qu'on est une paroisse isolée, non civilisée, qui a des familles mécontentes qui défendent des idées anti-catholiques. J'ai dénoncé en chair ces idées anticléricales, la religion,
est la sauvegarde de notre race, de notre langue et de nos mœurs les plus chères. Monsieur le curé, voyons, jamais je n'ai plaidé pour l'abolition de la dîme. Ma famille et moi sommes de fervents catholiques, convaincus et respectueux de la nécessité de pratiquer notre sainte religion, voyons. Et pourtant, la Minerve va bien souligner votre intention d'abolir les seigneuries et surtout la dîme, Monsieur Prévost. Mais, monsieur le curé, le journal Le Pays ici a Le démenti. Pays. Oh, oui, il a démenti cette nouvelle, c'est écrit noir sur blanc. Là. Hein? Il a démenti cette nouvelle, puis GDA a nié cette information. Ils ont surtout insisté sur sa volonté de protéger les intérêts des paysans et des bons catholiques. Qui ont relevé en plus son intelligence, sa droiture, puis son esprit de décision. Nous sommes bien conscients, monsieur le curé, que le clergé ne réveille pas le peuple de leur torpeur tranquille qu'avec leurs gros bourdons et leurs grosses maries. Mais aussi par la présence dans les écoles, les collèges et les universités. Sur votre respect, monsieur le curé, je pense pas que c'est à vous autres, les bons curés de paroisse, de déterminer le choix de vote de vos ouailles, là, du haut de vos chairs. Écoutez, c'est le devoir des électeurs de n'accorder leur suffrage qu'à ceux qui se conforment, et je dis bien qui se conforment entièrement aux enseignements de l'Église, que ce soit clair. Conséquemment, les électeurs catholiques doivent obéir aux avis du clergé. Et ça, non seulement celle est dictée dans la Sainte Doctrine, mais également celle inspirée par l'autorité divine. Attendez là. Vous concluez que ce qui est bon pour mon salut l'est également pour la nation? Le clergé ne revendique rien de moins qu'une mise en tutelle ecclésiastique du nationalisme politique sous peine... Sous peine, monsieur le curé? Sous peine de refus absolu de tout sacrement. Alors, nos cloches sonneront le glas plaintif de longue agonie. Monsieur le curé Thébert, ne trouvez-vous pas que la mission de prêtre est bien trop sacrée pour être souillée dans des luttes électorales? Oui. Comme la fin de cette scène révèle une lutte de pouvoir acharnée entre les démocrates et le clergé. D'ailleurs, un article du journal Le Pays le confirme. Lis-nous donc ça. Le Pays, 30 août 1854. Maintenant, nous allons dire à notre confrère quelle opposition nos amis de Terrebonne eurent à vaincre. À l'exception des curés de Saint-Sauveur et d'Abercrombie, il nous fait peine de le dire, tous les prêtres du comté ont travaillé d'une manière déloyale contre M. Prévost. Sans cette intervention, il est douteux que M. Morin eut 300 voix dans le comté. Le Canadien s'est plaint, bien amèrement, de la conduite du clergé dans l'élection de Montmagny. Qu'aurait-il dit s'il eût assisté à l'Assemblée de Saint-Jérôme ou M. le curé Thibault, après un sermon politico-religieux, vint interrompre M. Prévost qui discutait avec M. Morin? Quelle jérémiade n'aurait-il pas publié s'il eût entendu messieurs les curés Brossman de New Glasgow, Brunet de Saint-Janvier, Champoux de Sainte-Anne et Théberge de Terrebonne répéter en chair et prêcher à l'unisson que la religion était menacée dans cette élection et désigner clairement messieurs Morin et Prévost, l'un comme le pilier de l'Église, l'autre comme son ennemi. Nous ne pouvons faire autrement que de déclarer que pareille conduite n'est ni juste, ni morale, ni prudente. Bien plus, la persécution organisée contre M. Prévost comme candidat démocratique, car tous ces messieurs connaissent M. Prévost comme un homme fermement catholique, se continue, nous dit-on, du moins à Terrebonne et à Saint-Janvier, où M. Théberge, à Terrebonne,
et Brunet à Saint-Janvier n'ont presque cessé, de dimanche en dimanche, de gourmander leurs paroissiens pour leur vote en faveur de M. Prévost. Mais malgré la puissance et l'influence du clergé, l'estime et la popularité de Gédéon Mélassip ont eu raison des charges nourries contre lui. Il fut élu contre M. Morin. C'est maintenant le temps de vous détendre. Nous ferons une courte entr'acte de 15 minutes. Merci, chers spectateurs. Prenons la bonne décision et passons à l'action. Les seigneuries sont du passé, il faut se l'avouer. L'éducation et la santé sont nos nouvelles priorités. Prenons la bonne décision et passons à l'action. Depuis l'échec des rébellions et la répression implacable qui s'ensuivit, le clergé avait de plus en plus imposé son leadership sur la société et établi une mainmise pesante sur la population et bien sûr surtout les femmes. En plus de cette lourde emprise sur leur vie, elles furent écartées de la politique par le retrait de leur droit de vote. Mais que leur restait-il comme pouvoir, sinon leur fonction d'épouse et de mère, doublée de celle dévolue à la production de biens tels chandelles, savons, textiles, vêtements, catalogne, et ce joyau du logis qui ne faisait pas que tenir au chaud, mais exprimait leur sens esthétique et leur talent. La belle courte pointe. Autour d'elle, les femmes se regroupaient et parlaient sans doute du virus qu'avaient attrapé leurs hommes. Les hommes, là, sont en train de devenir fous avec la politique. Oui, la maudite politique. Ah, moi, je suis toute mélangée avec ça. Il y a des orangistes, des conservateurs, des abolitionnistes, des pieds noirs, des réformistes, des bleus puis des rouges. Hey, c'est pas croyable. Une vraie Catalogne de toutes les couleurs. Mon mari, à moi, là, il assiste à des assemblées. Ben, il rentre tard le soir, il sent la boisson à plein nez, le linge déchiré sur le corps, des fois ensanglanté, pis ça, c'est quand il n'y a pas une dent en moins. Oh, ça joue dur en pas pour rire. Et cet hiver qui n'en finit plus. Oh, chaque jour me semble de plus en plus long, interminable. Cette solitude me pèse. Mon cher époux, toi qui se débats dans des assemblées à l'autre bout du pays à faire accepter de remplacer le pouvoir de l'aristocratie par un mode de gestion publique. Oh, tes intentions sont bien louables, je le sais bien, mais tes nombreuses absences prolongées me tuent. Je devrais être fière de toi. Et je le suis. Je souhaite que s'installent selon ton désir les bases de ce patrimoine démocratique auquel tu tiens tant.
et voir le renouveau politique limiter le pouvoir absolu des souverains et mettre en place un gouvernement où le peuple exercera cette souveraineté. Ma vie d'épouse est ponctuée par le rythme des sessions et des législatures où se proposent et se débattent des lois. Mais moi, c'est dans ton fauteuil que je veux que tu sièges, entouré de tes enfants qui ne te connaissent que par les souvenirs que je leur rappelle. Je ne veux pas maudire la politique, mais elle me prend mon homme. Je dois pas être égoïste. Tes efforts en politique fascinent tout autant qu'ils engendrent d'espoir chez les Canadiens français. Le printemps va s'installer bientôt et ton retour va faire naître chez moi un renouveau. Nous serons enfin tous réunis et nous aurons de merveilleux moments en famille. Malheureusement, je dois me l'avouer, jusqu'à ton prochain départ, et je commencerai une nouvelle tapisserie. Je parle bien, là. Mais je le sais que ça n'en prend des hommes pour parler de notre futur. Vous, là, Joséphine, votre mari puis vos fils, là, ils en ont fait bien gros pour tout le monde. Oh, pour sûr! Les prévôts, là, sont forts en politique. On le sait tous qui ont été des chefs de file du mouvement patriote dans le comté en 37-38. Puis nous autres, là, les femmes, on s'est battus, nous autres aussi, dans les escarmouches quand ils en ont eu besoin. Toujours pour nous ramener à nos chaudrons. C'est du passé, ça, Madrienne. Les temps ont bien changé depuis. Les lions du Nord convainquent de plus en plus nos pères, nos maris, nos frères, qui se rendent compte de plus en plus de leurs responsabilités individuelles puis collectives. C'est pas facile, tu sais. Mon défunt, Guillaume, Dieu ait son âme, croyait à l'action politique comme instrument pour changer la société. Il a élevé nos 4 fils, dans ce sens-là. Joséphine, tout le monde ici pense du bien de vos fils. Ils prennent le temps de nous écouter, ils nous expliquent les problèmes puis les solutions qu'ils proposent. Je suis une femme choyée quand je pense qu'il a maintenant son cabinet à la maison. Je peux le voir tous les jours et les enfants s'en réjouissent. Si tu es un garçon, j'espère que la politique ne te prendra pas. Toi. Ce cher époux, il dort sur le canapé. Il travaille beaucoup trop. Il allie l'exercice de son notariat en plus de celui de député. Sa profession nous a permis d'escalader l'échelle sociale, locale et régionale. Et nous voici membres de la bourgeoisie locale. Je dois faire ma fine dans les réunions mondaines où je t'accompagne. Ne laissez rien entrevoir pour ne blesser personne. Je n'aime pas ce qui se joue entre certaines des femmes des autres notables. Cette façon qu'elles ont de regarder de haut les gens du peuple avec mépris. Ne sommes-nous pas issus de parents ouvriers qui, à cause de leurs sacrifices, ont permis ton éducation supérieure, qui t'ont procuré tous les atouts requis pour être un meneur et avoir une influence locale et régionale dans tous les secteurs d'activité. Tu es présent et très actif dans les affaires municipales, de comté, de village ou de paroisse, dans les syndics d'école et j'en passe. Mon cher époux, je suis fière de toi et de nos enfants, qui, grâce à tes efforts et ceux de ton parti, auront la justice comme allié, la connaissance comme outil et la fierté comme citoyen.
surtout pas compter leur temps. La politique, là, c'est une maîtresse tellement exigeante qu'elle pousse celui qui se donne à elle à tout abandonner le reste. Ah oui, la politique, là. Ben, c'est une mangeuse d'hommes. Puis une voleuse de temps pour la famille. Oh, as-tu bien vite nos hommes politiques? Gédéon, il m'a confessé être écrasé par les exigences de la vie politique. Elle exerce sur lui une attirance irrésistible, puis ça, malgré tous les dégâts qu'elle inflige dans sa vie personnelle. Hein. Gédéon, Melchior, Wilfrid, puis même Jules-Édouard peuvent pas s'empêcher de faire de la politique. En plus de tous les actes notariés là, qui doivent assermenter à cause de l'abolition des seigneuries, ben leur étude est bien accaparée, puis ça, même très tard le soir. J'avais le rêve de changer le monde. Je crois l'avoir changé un peu. Et la politique m'a permis de défendre la cause des femmes, entre autres. Mais ma décision de quitter la vie politique a mûri lentement. Je suis partie sans faire de vagues, sans aucune animosité, sans aucune amertume. Rien ne m'incitait à rester. Je suis partie plus légère que l'air, décidée à chérir ma liberté retrouvée. Oh, sur la scène politique, ce livre des luttes acharnées qui me paraissent sans merci. Tout au long de ces années, j'ai acquis les valeurs qui m'ont fait lutter pour l'égalité des chances, la justice sociale, l'accès à l'éducation et le soutien aux jeunes dès la petite enfance. J'ai cette intuition profonde que le seul chemin pour s'en sortir, c'est l'apprentissage, l'acquisition de connaissances et l'ouverture d'esprit. Il ne m'a pas suffi de croire en quelque chose. J'avais l'énergie d'affronter les obstacles et de les surmonter. La base des partis politiques repose sur le travail bénévole des femmes, mais les postes clés sont aux hommes. Les femmes n'ont jamais eu la place qui leur revenait en politique. Il serait normal que les femmes soient égales en tout, sans avoir à quémander. J'ai bien conscience que j'ai ouvert de nouveaux chemins aux femmes, mais les mémoires sont si déficientes qu'elles oublient vite celles et ceux qui les ont fait avancer en politique, ou par une implication de toute nature. Je pense à Madame Geneviève Sophie Raymond-Masson et Madame Joséphine Prévost, la mère des Lions du Nord, aux dames Caron, Fizet, Cossette, Beaupré et autres. Pour moi, le cœur n'y est plus. Mais il me reste mes enfants qui ont été si compréhensifs. Vous êtes mon présent, mon avenir. Vous êtes mes amours. Qu'est-ce qui t'amène ici à Saint-Anne? Oh, j'étais à Saint-Janvier par affaire, puis, comme je vous l'avais promis, là, je vous ai emmené de la vieille guenille. Encore bien bonne pour faire de la courte pointe. Toi, Fonzine, tu fais tous tes travaux à l'aiguille? Oh, je sais tricoter, hein. Ma mère disait toujours, Fonzine, si tu veux pas avoir frette, grille-toi d'un homme. Mais moi, je suis restée vieille fille. Fait que je me tricote des culottes à grand-mère. Prendrais-tu une tasse de thé? Oh non, non. La brunante va tomber bientôt, là. Faut que je retourne à Terrebonne.
Ben voyons. Dans le bois, en pleine nuit. Bien sûr, j'ai un bon fanal puis un fusil en bon état dans ma charrette. Je vais m'en aller, bien tranquillement, en faisant bien attention, comme à mon habitude. À voyure, là. À voyure. Puis merci bien pour les guenilles. Bon, ben, c'est pas tout, hein? Va falloir retourner à la maison, préparer le souper pour les hommes qui rentrent de l'ouvrage. Ouais, puis les enfants qui vont revenir de l'école. La courte pointe est presque finie. Vous reviendrez demain? On va chicaner contre la politique. Oui, la maudite politique. Je m'en allais, bien tranquillement, en faisant bien attention, comme à mon habitude. Je vois-tu pas un petit tas de branches sèches laissées là d'un ancien petit bûcher, toi? Ben, je vais me faire des petits fagots pour partir mon poêle. Je débarque de ma charrette. Je me mets à rassembler tout ça. Je m'en vais un peu plus loin, parce qu'il y en a plus par là-bas. J'entends ma charrette qui part, toi, chose. J'ai beau crier « Wow, wow, Hortense! » Rien à faire. Elle file à son idée. Puis je la vois revirer pour aller descendre la grande côte du coteau. Ben, laissez-moi me présenter. Moi, au village, on m'appelle Tomboy Chapelot. Je reste sur la rue de la Grosse Roche. Comme vous l'avez sûrement remarqué, j'ai des allures un peu garçonnes. Ma mère me disait toujours « Fonzine, tu vas faire s'éteindre les fanals des bons soirs! » Les hommes, ça n'aime pas ça, se faire mener par le bout du nez. C'est le docteur Fraser qui a commencé à m'appeler de même. Puis le nom m'est resté. Puis je suis restée vieille fille. Je suis pompier volontaire au village. Puis pour être bien certaine d'avoir toujours un cheval à notre disposition, j'ai dompté mon Hortense. N'importe où je suis, je l'attache jamais. Quand elle entend la cloche à incendie, elle s'en va tout de suite dans le hoyer ouvert des deux bouts, construit par la corporation municipale. Puis elle attend qu'on l'attelle, après la pompe à bras à incendie. Elle doit être partie au feu, je crée bien. Je vais aller voir sur le flanc sud, en direction du village. Ben oui, il y a de la fumée qui s'échappe du village. Je vais passer à travers bois puis champs, puis je vais aller la rejoindre au hoyer ouvert des deux bouts. Je m'en allais, bien tranquillement, en faisant bien attention, comme à mon habitude, que je descends le flanc sud du coteau, tout en sueur, avec les moustiques qui me piquaient partout. J'arrive à un petit brûlé, je me mets à enjamber les troncs d'arbres calcinés, toi. Puis v'là-tu pas que la jambe me reste pris entre deux troncs d'arbres, puis v'là-tu pas que je déboule cul par-dessus tête dans la poussière de suie, toi, chose, puis que j'atterris drette au bord d'un ruisseau. Je m'en allais, bien tranquillement, en faisant bien attention, comme à mon habitude. Noir de suie, boursouflé de piqûres de moustiques, la jambe qui me traînait, toutes les choses. J'arrive à l'orée d'un bois, passer le champ à Clovis, passer le champ à Forgette, passer le champ à Alexander. J'arrive sur la terre à Guilbeault. Mon Guilbeault, toutes les choses. Pogné dans le trou noir avec sa semeuse jusqu'à essieux. Moi, bonne fille. M'en va t'aider, mon Guilbeault. Pogne ton bout. On s'attelle après les roues à rayon de la semeuse. Tire, pousse et puis le cheval. Tire, pousse et puis le cheval. Tire, pousse et puis ça sort, cette affaire-là.
Pis v'là-tu pas que je me fais un entorse sur le montant de la semeuse, toi, chose. Je m'en allais, bien tranquillement, en faisant bien attention, comme à mon habitude. Boursouflé de piqûres de moustiques, noir de suie, la jambe qui me traînait, tout mouillé, le bras en écharpe, puis le bras en écharpe. J'arrive sur la terre à Mme Masson, drette en travers de son potager. Ah, mais là, il y a la vigne, le gardien, avec son grand fusil chargé de gros sel. Il se mire. Oh! J'ai beau y dire que je suis tomba et chapelot, rien à faire. Dépenoyé comme je suis, il me reconnaît pas. Je détale comme un lapin. Il tire. Oh! Et que ça chauffait. Oh, que ça chauffait. Je m'en allais, bien tranquillement, en faisant bien attention, comme à mon habitude. Boursouflé de piqûres de moustiques, noir de suie, la jambe qui me traînait, tout mouillé, le bras en écharpe, puis le derrière qui me chauffait, toutes les choses. Oh! J'arrive au œillet ouvert des deux bouts. Les hommes qui avaient réussi à maîtriser l'incendie s'affairaient à ranger les outils puis les boyaux. Terrien me dit « Tomboy, on a attelé ta jument après ta charrette, puis elle est partie. » Ah! Ben, elle doit être rendue à la maison que je me dis « M'en aller soigner ma bête. » Je m'en allais, bien tranquillement, en faisant bien attention, comme à mon habitude. Boursouflé de piqûres de moustiques, noir de suie, la jambe qui me traînait, tout mouillé, le bras en écharpe, le derrière qui me chauffait, puis la falle à tête aux choses, fatiguée morte. Ah. Godard arrive avec son fardier chargé de grosses roches pour la construction de l'église. Il me dit « Chapelot, tu cherches ça après ta jument? » Ben oui, que j'ai dit. Je l'ai vue. Elle s'en allait, bien tranquillement, en faisant bien attention, comme à son habitude, car montait la grande côte du coteau. Excusez-la. Oui. Fonsine. Elle a eu beau apprendre à tricoter, bien tranquillement. Elle n'a pas dû aller à l'école bien longtemps. Ce qui n'empêche pas sa vivacité d'esprit. Non, non, tout un personnage. Mais l'école, parlons-en. Puisque ce bouillonnement démocratique a favorisé l'éclosion de nombreuses écoles, Gédéon Mélessip n'y fit pas exception. Il prône l'éducation pour tous dans la plupart de ses discours. Il aura fallu de nombreuses lois entre 1842 et 1861 et des amendements aux dites lois, alors qu'on faisait face à une vive opposition connue comme la guerre des éteignoirs, pour établir des assises solides aux institutions scolaires de plus en plus modernes et qui offraient un enseignement et un niveau d'éducation vraiment intéressant. Mais on partait de loin, il faut l'avouer. En 1842, seulement 4 % des enfants âgés de 5 à 14 ans étaient scolarisés. Or, entre 1842 et 1860, on passe de 804 à 3264 écoles dans le Bas-Canada, dont le Collège Masson. D'abord voué à l'éducation classique, il est transformé en collège commercial. Dès l'année de sa fondation, en 1847, par le curé Théberge et le seigneur Masson, il fut considéré comme l'un des collèges les mieux cotés de la province. En 1860,
324 étudiants le fréquentent. Le couvent, pour sa part, également construit grâce à la générosité des maçons, on compte 178 élèves. Vous aurez sans doute remarqué le rapprochement de deux jeunes gens au fil des événements. Laissez-moi vous présenter ces authentiques personnes dont les noms figurent dans le recensement des années 1860. La belle se nomme Marie Limoges. Elle est écolière au couvent et elle a 16 ans. Le jouvenceau se nomme Amédée Ouimet. Il étudie au collège et a 19 ans. Malgré les surveillances étroites dont ils font l'objet et la peur d'une damnation éternelle par les religieux, ils ne peuvent résister à leur penchant. Pour elle comme pour lui, chacun a sa chacune et vice-versa. Son père! Sa mère! Amédée arrive! Oh ben, bonsoir Amédée! Viens donc t'asseoir avec nous autres. On va veiller à la Grand Lune. Puis, je te dis qu'elle a de l'éclat dans l'œil à soir. Bonsoir, monsieur et madame Limoges. Bonsoir, Marie. Accroche ton fanal, Amédée. On va voir mieux. Fait beau, hein? Certain qu'il fait beau. Le soleil s'est couché orange. Il va faire beau demain. Ben beau. Certain que ce sera bien beau. Orange le soir, bon espoir, comme disait mon grand-père. Prendriez-vous un thé? Ce serait pas de refus. Je pense que je vais aller compter les mouches à feu, moi. Ça fait du bien! Ça soulage! Ah ben, sa femme. Merci bien. C'est bien là-dedans. Merci. Je vais pour vous autres. Merci. Merci bien. C'est ça. Au village, on dit que c'est bien dur les études au collège. Il paraît que ça prend bien de la verniguane puis bien de la pensure à part de ça. Et ils ont raison, madame Limoges. Mais on a tellement de bons enseignants. Puis je dois vous dire que c'est facile quand on est dans son domaine. Puis c'est quoi ton domaine? Amédée m'a dit qu'il voulait être ingénieur en pompe et en chaussée. Ça évite bien des détours, ça, hein? En tout cas, ma Marie est bien d'adon pour nous aider au magasin général. Puis des fois, là, on la surprend dans le coin en train d'apprendre à lire à notre plus jeune. J'aime vraiment ça. Puis, je voudrais être une enseignante. Surtout qu'on engage plus de filles au lieu de maître d'école à cette heure. C'est bien sûr. Ils nous payent bien moins cher. La commission scolaire percevait des taxes, était appelée à adopter des règlements scolaires, veiller à l'amélioration
de l'instruction et visiter, construire des écoles, engager des professeurs et les destituer aussi. Voilà. Mais ce qu'évoque Marie, quant à l'engagement de jeunes filles pour moins cher, a été dénoncé par le surintendant de l'époque, Jean-Baptiste Meyer. On économisait sur le salaire des enseignants et surtout des enseignantes pour pouvoir construire et administrer les écoles. Voilà. Ah, le bon père Cyprien Lebel m'a dit que les ingénieurs gagnaient fort bien leur vie. Ah, qu'on a donc de bons enseignants. Nous autres aussi, on a des bonnes enseignantes au couvent. Surtout sœur Sainte-Madeleine, qui m'encourage à devenir comme elle. Ah non, pas une bonne sœur. Ben non, Amédée, une bonne enseignante, voyons. Oh, elle savait bien, Marie. Ouais. On est donc chanceux d'avoir eu le curé Théberge pour fonder notre beau grand collège, puis les maçons pour fonder le couvent, construire le couvent. Voilà. Monsieur Limoges a vraiment raison d'être fier du collège et Amédée de ses enseignants. En 1860, on compte 25 enseignants, la plupart des ecclésiastiques, 2 laïcs pour la musique et pour l'anglais. Et au couvent, une dizaine de religieuses s'occupent de l'éducation des jeunes filles. Ce collège dont on fait état était situé du côté nord-ouest du collège actuel, rue Saint-Louis, face à la rivière. Le second collège maçon fut érigé encore rue Saint-Louis, cette fois du côté nord-est, au bout de la côte de la rue Laurier, qu'on appelait alors rue du Collège. Les deux furent incendiés. Ouais, pas trop de maringouins à soir. Même s'il n'y a pas juste les maringouins qui sont fatigants. Maman! Vous avez raison, Mme Limoges. Excusez-moi, il se fait tard. Ben non, je disais ça de même. On a de la grosse ouvrage demain, là. On va aller se coucher. Amédée, tu reviendras. Je pense que tu as accroché ton fanal pour le bon motif. Moi ici, je pense que tu es un bon parti pour notre fille. Bonsoir, Amédée. Retardez pas trop, les jeunesses. Bonne nuit. Au cours de la décennie 1850-60, Marie, c'est terminé l'amour. Un vieux souvenir qui remonte à la surface? Alors, au cours de la décennie 1850-60, Gédéon Mélassip cumule les postes de conseiller municipal, puis de maire et de député. La Corporation de Terrebonne se dote de nombreux outils de gestion, d'équipement et d'infrastructures. On oblige les marchands à prendre licence. On adopte un règlement pour l'entretien des rues et chaque citoyen devra y contribuer. On nomme un inspecteur des chemins et ponts, Joseph Forgette d'Idée-Paty, et un estimateur, Pierre Chapelot, ancêtre des rédacteurs de cette évocation historique. Et c'est bien vrai. On révise le règlement de police et comme promis, on autorise la construction d'un chemin entre Terrebonne et Saint-Henri-de-Mascouche, prévoyant une dépense de 500 piastres pour ce chemin de 40 pieds de large,
fossé et clôture compris. Le conseil municipal emprunte la somme de 10 000 pour cette dépense et de nombreux autres, dont l'aqueduc et les trottoirs de bois. La ville est aussi prêteuse. 6 000 seront prêtés aux citoyens à un taux d'intérêt de 8 Je ne sais pas si ce serait... Non, hein? Non, ce n'est pas une bonne idée de leur donner l'idée. Les réunions, fort suivies par les citoyens, se multiplient avec des résolutions dont certaines nous paraissent un peu bizarres, sinon comiques aujourd'hui. Ainsi, on prohibe la vente de liqueurs fortes. On prévoit une amende pour le maire et les conseillers pour les obliger à assister aux assemblées. Ben, c'est pas comique, ça. Je trouve ça bien... Un article du règlement de police s'ajoute. Nul ne galopera à cheval, ni aucune voiture n'ira plus vite que le petit trot ordinaire. De même que tous les règlements et avis soient rédigés en langue française seulement. Ah, excellent. Excellent. On empêche les réunions à pain court, écrit en 2 mots, P-A-I-N-C-O-U-R-T. Vu les désordres, les maquignons arrosent trop leurs transactions lors de la vente de chevaux. Et la bagarre s'ensuit. Les citoyens, les élus d'aujourd'hui jalouseront ceux de ce temps. Les revenus en taxes procurent 590 et les coûts en dépenses et salaires, 142. Un surplus net de 50 On en est loin. En mars de l'an 1860, sous la conduite du maire Gédéon Mélazé-Prévost, la corporation municipale du village de Terrebonne adopte la résolution suivante. Qu'une requête soit transmise pour l'érection de ce village en ville. Mes très chers amis, messieurs du conseil municipal, monsieur le curé, madame Masson, nous voici réunis en ce 19 mai 1860, date qui marque à tout jamais le statut de notre ville. Je vous rappelle que notre requête fut présentée le 5 mars et obtenue en ce jour béni par l'acte 25 Victoria, chapitre 76. Chers citoyens, vive la ville de Terrebonne! Cette étape espérée, décidée et voulue pour nous est l'apothéose de nos luttes pour un gouvernement responsable, près des gens, dévoués à eux et à leurs besoins. L'état de droit et les libertés individuelles sont le moteur indispensable du progrès social et économique. Il y a là un lien étroit et un rapport nécessaire entre ces deux choses, liberté et industrie. La liberté est donc particulièrement utile à la production de la richesse et l'éducation en est la base. C'est ça qu'on voulait. Nos pères puis nos aïeux doivent être fiers de nous autres. Oh oui, notre belle ville de Terrebonne!
En me présentant devant vous aujourd'hui, je me rappelle avec émotion des événements passés, des malheurs et des labeurs qui ont forgé en nous ce caractère trempé, décidé, courageux, persévérant, endurant, assoiffé de justice et d'aspiration à un meilleur sort que celui de Servage, celui qui fait plier les chines, qui nous mate comme des animaux et qui ternit notre zèle. Ouais, ça a été facile. Ça a bien souvent été cruel. Ouais, mais tout ça, c'est en arrière de nous autres, là. Hey, rendons hommage à Gédéon pour son courage puis sa ténacité. Aussi pour son intelligence et ses connaissances des lois municipales. Je tiens à partager cette marque de reconnaissance avec mes amis du conseil municipal. Saluons, messieurs, le conseiller législatif et l'honorable Monsieur Édouard Masson. Saluons Monsieur Paul-Éloi Marié. Saluons également messieurs Antoine Drapeau, Monsieur Joseph Varin, Monsieur Joseph Rochon, ainsi que Monsieur Joseph Beauséjour. Eh mon Dieu, on va être béni avec cette gang de Joseph-là! Il est d'une personne dont l'appui, les idées et les encouragements ont teinté d'enthousiasme les actions menant à se doter d'une corporation municipale. Vous rappelez-vous, Madame Masson, des paroles que vous m'avez dites, avec tant de prescience, lors de notre rencontre en 1853. Comme si c'était hier, Gédéon. Vous m'avez demandé l'autorisation d'utiliser les canons si la corporation municipale voyait le jour. Je vous ai répondu, autant s'en servir pour annoncer la naissance d'une nouvelle ville. C'était prémonitoire. Grand merci, Madame Masson. Vous êtes et serez pour toujours une inspiration pour nous tous. Merci. J'invite maintenant Monsieur le curé à venir nous bénir, nous, les citoyens de la nouvelle ville de Terrebonne. Ah, mes chers paroissiens, que le Seigneur nous accorde sa protection. Et c'est bien fait au sein de cette nouvelle entité qu'est la ville de Terrebonne. In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Grand merci. Je ne peux passer sous silence le soutien et le réconfort de ma chère maman Joséphine. Merci. Sans qui je n'aurais pu jouir de tant de liberté afin de mener à bien ce beau grand projet. Merci, maman. Maintenant, je vous invite, vous, citoyens de la nouvelle ville de Terrebonne, à notre première réunion, le 4 juin, au cours de laquelle votre conseil municipal adoptera plusieurs règlements destinés à rendre encore meilleure notre administration et à ajouter de nombreux services. Bravo. Je vous avais promis de beaux chemins entre Terrebonne et les autres paroisses. Eh bien, vous les aurez! Notre belle ville s'enorgueillira aussi de beaucoup d'autres équipements. Des trottoirs de bois. Pour ne plus traîner nos jupes dans la boîte. Un aqueduc municipal, monsieur le maire!
Ah, enfin de la bonne eau, puis des égouts, ça ferait pas de tort. Nous veillerons à l'alignement de la place publique en face de l'écluse et veillerons également à la sécurité sur la navigation sur la rivière Jésus. Nous savons également qu'il est important d'embellir encore plus notre belle ville. C'est pourquoi nous achèterons et planterons de nombreux arbres. N'oubliez pas la jeunesse surtout. Oui, nous sommes l'avenir de Terrebonne. Continuez à investir dans l'éducation et les écoles. Oui, oui, je serai bientôt prête à enseigner. Nous y veillerons, croyez-le bien. Et en terminant, je tiens à remercier mes deux porteurs, deux braves et forts hommes, mais également la fanfare de mon très cher frère, le docteur Jules-Édouard, qui nous a réchauffé le cœur et les tympans en ce jour de liesse, que nous allons rehausser par la cérémonie du coup de canon. exceptionnel de 2 personnes. Elles ont su mener ce gros paquebot à bon port avec brio. Malgré les épreuves et les écueils que la vie a mises sur leur chemin dernièrement. Alors nous tenons à remercier
Eh bien, Marie-France Despatie. Et Laura Louche Chapelot. Pour moi, raconter l'histoire par le biais du théâtre, c'est renforcer mon sentiment d'appartenance envers ma ville. C'est l'aimer encore plus. C'est vouloir m'impliquer, la respecter et en être fier. Le théâtre historique, c'est ma façon à moi d'apprendre l'histoire. Et je crois que c'est avec des gens comme eux. Et vous, et lui. Que l'on crée un village, une ville, l'histoire de demain. Bravo. Merci et bravo. Connaissant très bien mon père, je sais que mon père, Robert Chapelot, serait vraiment, mais vraiment heureux de la réalisation qu'on a réussi à mener à bon port. Bravo, merci. Ce sont des gens de cœur! Eh bien, avec beaucoup d'émotion. Mais avec un sourire incroyable partout dans mes fibres, dans mes neurones, mes fibres ancestrales, beaucoup, bien sûr. Bien, écoutez, j'ai plus grand-chose à dire. Vous dire chapeau, vous êtes d'une générosité incroyable. On a eu un support de mille manières de tous ses partenaires. Et le mot de la fin est pour Robert Chapelot qui nous disait toujours « On va l'avoir! On l'a toujours! Quelle aventure! »